Europe Soir. Et sur Europe 1, on en vient au face-à-face, c'est le débat d'Europe Soir. Les éditorialistes d'Europe Soir, Natacha Polony et Nicolas Bétou de l'Opinion. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Alors, fin de campagne, dans un peu plus de 24 heures, ce sera fini. On reste sur ce débat désastreux d'hier. Quelles sont, Nicolas Bétou, quelles sont vos frustrations ? Qu'est-ce qui n'aura pas été abordé dans cette campagne ? Oui, c'est ça. Dans la campagne et pas seulement dans le débat, ce débat effectivement poisseux qui a déçu beaucoup de gens. Eh bien, je pense que curieusement, c'est l'emploi. L'emploi qui est la première préoccupation des Français. Derrière le terrorisme, on a beaucoup parlé du terrorisme, on a beaucoup parlé d'islamisme, on a beaucoup parlé de communautarisme, mais l'emploi, au fond, très peu. Et surtout, sa traduction, j'allais dire un peu technocratique, mais qui est une réalité, la compétitivité. On n'a pas parler de la compétitivité, c'est-à-dire du SMIC, des bas salaires, la question de savoir quel est le premier salaire d'accès pour les jeunes qui galèrent pour trouver un emploi, tout ça a été à peu près totalement masqué. Et surtout, là où il y a eu quelques mesures, quelques propositions, encore une fois, celles de François Fillon ont été écrasées par les affaires, celles au fond, d'Emmanuel Macron ont été assez peu audibles en la matière. Mais surtout, ce que je veux dire, c'est qu'on n'a jamais parlé d'une France du plein emploi. Personne dans ces projets n'a dit « Voilà, moi, je vous propose ça pour aller vers le plein emploi ». Le plein emploi, 5-6% de chômeurs. Comme on trouve des pays qui l'ont fait autour de nous. Plein de pays en Europe, avec la monnaie qu'on supporte nous aussi. Et personne n'a décrit cette France qui, avec un plein emploi, c'est-à-dire 2 millions, 1 800 000, 2 300 000 chômeurs, c'est loin de ce qu'on a aujourd'hui, aurait résolu une partie du problème de ses comptes sociaux, une partie de son budget, aurait une relance saine de la consommation des ménages, aurait une vision radicalement différente de sa vie quotidienne. Imaginez ce qu'est la France avec 1 million de chômeurs de moins. Imaginez ce que sont les ménages avec autre chose qu'en tête l'inquiétude, l'angoisse de ce que va faire son fils ou son petit-fils, sa fille ou sa petite-fille pour rentrer sur le marché du travail. Eh bien, ça n'a pas animé, ça n'a pas éclairé les débats. Et vous, Natacha Polony, qu'est-ce qui vous aura le plus consterné ? Moi, ce qui m'a consternée, c'est l'ensemble du climat de cette campagne incarné par ce débat absolument affligeant, c'est-à-dire l'idée que la reconduction du même s'appuie sur une fausse alternative. En gros, le Front National est l'ennemi idéal, c'est l'opposant qui ne s'oppose pas, qui n'a rien à proposer, et du coup, ça permet au système économique et politique de se reconduire, puisqu'en fait, ce qu'on a entendu des propositions d'Emmanuel Macron, c'est exactement ce qui a été fait. Alors je ne partage pas l'idée de Nicolas selon laquelle on n'a pas parlé de l'emploi. C'est-à-dire qu'on a parlé de l'emploi, en effet. Emmanuel Macron nous a expliqué que c'était la compétitivité qu'il fallait rétablir et que en libéralisant le marché du travail, on allait par magie recréer de l'emploi. Et je n'ai toujours pas compris, en l'écoutant, comment le fait de pouvoir licencier plus facilement créer des emplois, c'est-à-dire comment ça remplissait le carnet de commandes des entreprises, parce que l'enjeu est là. Comment on fait pour recréer des filières industrielles, des filières agricoles qui sont détruites depuis si longtemps, et comment cela ne peut passer que par une relocalisation des échanges, une réflexion sur ce qui, pendant 15 ans, nous a fait perdre 1 million d'emplois industriels. Tout ça n'a pas été abordé parce qu'en fait, il y a des tabous dans cette campagne, comme il y en a dans tous nos débats politiques. Par exemple, un tabou qui est le rapport de la France à l'Allemagne. C'est quelque chose qui n'a pas été abordé, la question de savoir exactement quelle pouvait être la position d'un président français vis-à-vis de l'Allemagne. On a bien compris qu'Emmanuel Macron va aller directement à Berlin montrer sa bonne volonté et poursuivre là aussi la non-politique qui a été depuis des années suivie aussi bien par Nicolas Sarkozy que par François Hollande. Et donc, il n'y a aucune chance de modifier les règles du jeu. Donc, je pense que cette campagne est passée totalement à côté des enjeux qui sont ceux de la France aujourd'hui. Je trouve ça très inquiétant pour la suite. Nicolas Bétou vous répond. J'ai bien entendu que vous dites comme Marine Le Pen que quel que soit le vainqueur de dimanche, c'est une femme qui dirigera la France, soit Marine Le Pen, soit Angela Merkel.
Alors, je pense que c'est à peu près la seule phrase que Marine Le Pen a sortie lors de ce débat qui avait un semblant de vérité. La question est de savoir ensuite ce qu'on définit par là. C'est-à-dire que je pense en effet que jusqu'à présent, l'Allemagne a dicté ses conditions à l'Europe, que c'est d'ailleurs l'avis des États-Unis, c'est l'avis d'énormément de pays dans le monde qui ont très bien compris que tout se passait à Berlin. Le temps à Nicolas Bétou de vous répondre. Est-ce que si Macron gagne, c'est Angela Merkel qui nous gouverne? Évidemment, non, de mon point de vue, non. La France peut retrouver de l'indépendance, mais vous savez, la France ne retrouvera son indépendance, y compris vis-à-vis d'Angela Merkel, que si elle arrive à restaurer sa puissance. La voix, elle ne s'entend que si elle est émise par un émetteur puissant. Ça veut dire que vous acceptez les règles avant d'essayer d'élever la voix. Or, vous ne pouvez pas compter si vous partez du principe que vous ne compterez pas. La puissance est une prophétie autoréalisatrice. Vous faites la même erreur que celle de Nicolas Sarkozy en 2007, de François Hollande en 2012. Les deux avaient des petits bras, pas très musclés. Ils ont pensé qu'en serrant leurs poings très fort et en remontant leurs manches, les Allemands allaient céder sur l'essentiel. Ils ont tout perdu. Ils n'ont pas essayé une seconde parce que ça n'était absolument pas leur vision ni de l'Europe ni de l'Allemagne. Voilà, en tout cas jusqu'au bout vous serez bagarrés, disputés sur ce thème-là, en général sur l'Allemagne en particulier. Merci Natacha Polony et Nicolas Bétou de l'Opinion. Et bonsoir François Clémenceau. Bonsoir Nicolas. L'édito étranger sur l'Algérie qui pose question. Les Algériens devaient voter aujourd'hui pour renouveler leur parlement et c'est peu de dire que cette élection est boudée par les électeurs. En fait, plus que jamais, l'Algérie, c'est un pays qui s'enfonce dans l'immobilisme. Oui, il y a toute une série de questions que l'on se pose sur ce qui se passe en Algérie et ce serait certainement plus facile d'y répondre si les autorités algériennes d'abord accordaient des visas de presse aux journalistes étrangers. En 2012, pour les élections, plus de 250 envoyés spéciaux avaient pu se rendre à Alger, mais pas forcément pendant la campagne électorale, uniquement dans les heures qui précédaient le scrutin. Aujourd'hui, en tout cas, c'est 10 fois moins. Cela dit, ça ne nous empêche pas de lire la presse algérienne et d'y déceler d'autres interrogations que nos confrères et nous-mêmes partageons. Par exemple, pourquoi les électeurs de ce pays, qui est incontournable au Maghreb et au Sahel, si riche en potentialité économique, ne parviennent pas à s'intéresser au processus démocratique? Ce matin, par exemple, il y avait 2 heures après l'ouverture des bureaux de vote, 4% de votants, comme il y a 5 ans, ce qui avait conduit à l'époque à un taux de participation de 43%, soit 8 points de plus que les 35% de 2007. Alors, comment essayer de répondre à ça? L'Algérie a essayé par 3 fois depuis les années 80 de retrouver un second souffle démocratique, mais sans que cela débouche sur des changements concrets qui répondent aux besoins des Algériens. Les réformateurs en 88, les islamistes en 92, Bouteflika en 99 ont tous essayé. Mais le système oligarchique en place s'est maintenu dans une telle opacité que les électeurs se sont dit que la gouvernance effectivement leur échappait. Et alors vous trouvez, François, qu'en Algérie tout change mais rien ne change? Oui, c'est un peu sévère de dire ça, mais il y a une part de vrai tout de même. Il y a eu depuis les années 80 des changements réels. La fin du parti unique, le pluralisme de la presse, même si elle reste soumise aux pressions des annonceurs publics, des gestes d'ouverture envers les minorités, des tentatives de libéraliser le système économique, mais sans l'assainir, en même temps de l'incroyable corruption dont profite l'aile militaire du régime. Une forme de stabilité aussi dont avaient besoin après 10 ans de guerre contre le terrorisme les Algériens, mais avec encore aujourd'hui des soupçons de relations ambiguës entre le pouvoir et certains djihadistes dont les autorités pensent qu'ils pourraient déposer les armes ou négocier. Bref, les Algériens ont beaucoup souffert de toutes ces années noires. Ils pensaient que Bouteflika viendrait leur assurer la stabilité sécuritaire, mais aussi le changement économique, social et politique. Ce rendez-vous-là n'a toujours pas été atteint. Et là, c'est vraiment le symbole de ce que vous appeliez cet incroyable immobilisme algérien, Bouteflika, vieux et malade, qui va rester encore au pouvoir? Et voilà, il a voté ce matin, Abdelaziz Bouteflika, en chaise roulante, sans dire un mot. Il se dit à Alger que son entourage n'a pas renoncé à la possibilité, tenez-vous bien, d'un 5e mandat, comme si personne d'autre dans ce pays formidable n'était capable de faire ce travail de chef d'État. Eh bien, c'est cette sorte, oui, de pesanteur, de désinvolture qui navre les Algériens et qui déconcerte tous leurs voisins. Voilà, le pays de l'immobilisme, l'Algérie. Merci beaucoup François Clémenceau. On marque une pause et on se retrouve pour les médias, le ZAP et le meilleur de Nicolas Canteloup.